Comme on sait que du coup environ 80% des déchets dans les océans proviennent des rivières et de la terre, on voulait trouver une solution simple, réplicable un peu partout, arrêter ce flux de plastique. Et du coup, on a décidé d'installer des barrières dans les rivières. On en a installé 105 à Bali. On a collecté 175 000 kilos de plastique. Vous écoutez Honest. Honest, c'est une série d'entretiens avec des hommes et des femmes qui ont choisi de donner du sens à leurs actions. Qu'ils soient explorateurs, navigateurs ou entrepreneurs, ils se sont donné une mission, celle d'être utiles aux autres. Avec eux, nous allons voyager de la côte est du Groenland jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Nous parlerons bien sûr de leurs projets et de leur quotidien, mais aussi de leur parcours et de ce qui les anime. Bonne écoute. Ce podcast vous est proposé par Ast. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Kelly Bencheghib et elle est une sorte de lanceuse d'alerte. Déjà très jeune, elle dénonce les ravages causés par le plastique sur les plages paradisiaques où elle grandit à Bali en Indonésie et face aux déchets qu'ici à Moncel, elle y organise des collectes. Et puis peu à peu, ce combat va devenir son métier et même sa vocation. Aujourd'hui, elle est à la tête avec ses deux frères de deux associations, Make a Change et Sungai Watch. Ensemble, ils organisent des aventures pour marquer les esprits et ils se sont surtout lancés un défi, celui de nettoyer l'île de leur enfance. Et si aujourd'hui les Balinais redécouvrent la beauté de leur rivière, c'est en grande partie grâce à eux. Salut Kelly. Salut Marie. On est ravis de t'avoir sur ce podcast. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Kelly, on va commencer par parler de ton enfance parce que tu as une enfance assez particulière. Tu as grandi en Indonésie, à Bali. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà cette enfance un peu spéciale ? Du coup, j'ai eu cette chance de grandir à Bali et je suis née en France et j'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Donc juste après la 5e, mes parents ont décidé de déménager à Bali. Ils avaient un coup de cœur pour l'île et le paysage et la culture. Et du coup, j'avoue que mon enfance était assez paradisiaque parce que c'était pour pouvoir profiter de la plage, vraiment le beau temps, de pouvoir faire tous les sports qu'on voulait et d'apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. Donc ça, c'était vraiment une enfance idéale. Mais derrière cette image de carte postale, il y avait une autre réalité, celle de la pollution, notamment la pollution des côtes. Comment est-ce que tu t'es aperçue de ce problème et qu'est-ce que vous en avez fait en fait ? On a déménagé, je crois, en 2005 et il y avait un peu cette pollution plastique sur les plages, mais on ne le voyait pas forcément plus que ça. Et dans le quartier où on habitait, il y avait pas mal d'hôtels directement sur les côtes, donc c'est vrai que toutes les plages devant les hôtels étaient souvent très bien nettoyées et c'était un peu un problème qu'on ne voyait pas du tout à l'époque. Mais après, au fil des années, on a vu cet amas de déchets vraiment... surtout après les saisons des pluies, complètement remplir les plages de déchets, de bouteilles d'eau, de bouteilles de shampoing, beaucoup de sachets en plastique à usage unique. Et comme c'était un peu l'endroit où on jouait après l'école et où on se baignait, on faisait un peu de surf, on courait sur la plage, enfin tout ce que les enfants font, c'était tellement choquant qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Étant jeune, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire et on s'est dit le truc le plus simple, c'est de commencer à aller ramasser les déchets et à faire ce qu'on appelle en anglais des beach clean-up. Et du coup, toutes les semaines, on invitait nos amis, on invitait les gens du quartier, on a essayé d'interpeller les hôtels aussi, sans trop de succès au début, mais comme les gens voyaient un peu notre détermination, toutes les semaines, on avait de plus en plus de personnes. Et je pense qu'un des clean-up, on avait le plus de monde, on était 200 ou 300 personnes. Et vous vous êtes vite rendu compte que finalement, nettoyer les côtes, c'était bien, mais c'était pas ça qui allait régler le problème. Exactement. Et du coup, vous vous êtes intéressé à quoi ? Aux rivières ? Du coup, aux rivières, mais c'était un peu le moment où on a tous commencé à partir de Bali pour poursuivre nos études secondaires. Donc on est tous partis aux États-Unis à des moments un peu différents. Sam, mon plus petit frère, et Gary, celui au milieu, Sam et moi, on est allés dans une école de commerce. Donc on a fait plutôt finance et développement business. Et Gary, lui, par contre, c'est celui qui est le plus créatif de nous trois et c'est un peu le leader du groupe. Donc c'est lui vraiment qui avait un peu lancé ce mouvement au début quand on était un peu plus jeune. Et lui a étudié tout ce qui est documentaire et filmmaking. Et du coup, on s'est un peu plus tourné sur les vidéos comme moyen de sensibilisation.
parce qu'on n'était pas forcément à Bali, mais on pouvait toujours faire passer des messages un peu partout dans le monde. Et on a vu le pouvoir des réseaux sociaux aussi et le fait qu'on puisse toucher beaucoup plus de monde beaucoup plus rapidement. Ça, c'était plus des projets un peu pendant les vacances qu'on faisait parce qu'on poursuivait nos études et toujours sans forcément l'idée que ça devienne un peu notre job à plein temps. Jusqu'au grand projet de ton frère qui a eu l'idée de descendre une rivière, si je ne me trompe pas, sur l'île de Java, à côté de Bali. Oui. Là, c'est à ce moment-là, parce qu'on a l'impression que finalement, vous êtes parti de Bali, mais que ce combat écologique, il ne vous a jamais quitté et que vous faisiez ça un peu... voilà, toi, c'était la finance que tu visais. Et donc, du coup, tu voulais absolument pas, à ce moment-là, dédier ta vie à votre projet et à ce combat en faveur de l'écologie. Mais ton frère, lui, il se lance dans cette grande aventure. Et c'est là où tout va se jouer et où toi, tu auras le déclic. Oui, donc ça, c'est en 2017, en août 2017. Et oui, du coup, c'était les deux frères, ils ont décidé de construire des kayaks à base de bouteilles en plastique qu'ils ont récupérées dans les plages, des filets de pêche qui étaient à jeter et des bouts de bambou. Et ils ont vraiment descendu cette rivière où tu as 15 millions de personnes qui dépendent de l'eau pour se laver, pour laver leurs vêtements, et pour l'agriculture. Et c'est l'eau la plus polluée, en tout cas à l'époque, du monde, parce qu'il y avait plein de chutes d'usines, tout ce qui est... l'usine textile. Et énormément de plastique. En fait, on peut même pas imaginer que c'est une rivière parce que les déchets recouvrent complètement l'eau. Donc on a l'impression vraiment que c'est un terrain. Avec leur caméra, ils ont vraiment documenté toute leur expérience un peu choquante, des images extrêmement trash. Enfin, pour le coup... Et en même temps, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils ont documenté plein d'initiatives tout au long de cette rivière, de gens et de communautés qui avaient des initiatives très éco-responsables, comme une école zéro déchet, un groupe de femmes qui nettoyaient leur village tous les jours, mais en même temps avec le côté très éducation. Et en documentant tout ça, ils montaient des petites vidéos qu'ils ont postées sur Facebook et sur WhatsApp. Et ces vidéos, du jour au lendemain, sont un peu devenues virales. Génial. Donc ça, c'était vraiment cool. On ne savait pas trop qui les a vus, combien de vues exactement. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, c'est le ministère de l'Environnement indonésien qui a contacté mes frères un jour en disant « Ce que vous avez fait, c'est incroyable. Venez nous voir, s'il vous plaît, à Jakarta. On a un annoncement assez cool à vous faire. » Enfin, cool. Et du coup, cet annoncement, c'était que sur 7 ans, ils allaient commencer à nettoyer cette rivière en dédiant 7000 soldats, parce qu'en Indonésie, l'armée est très présente. Et du coup, là, ça fait 3 ans que cette rivière est en train de se nettoyer et les résultats sont absolument incroyables. Donc ça veut dire que grâce à l'aventure de tes frères, ça a eu un impact au niveau politique et du coup, très concret, le gouvernement indonésien a décidé alors que c'était une des rivières les plus polluées du monde, ils ont décidé comme ça, en voyant les vidéos de ton frère, de la faire nettoyer. Exactement. Ils nous ont un peu dit qu'on était des lanceurs d'alerte. Ouais. Ils étaient au courant qu'il y avait un problème, mais je pense que l'expédition était aussi au bon moment. Et ils ont, je pense, été séduits aussi surtout par le fait qu'il y ait plein d'autres communautés tout au long de cette rivière qui commencent déjà à faire des choses. Donc comment pouvoir amplifier ce mouvement et en donnant plus de moyens à toutes ces belles initiatives. C'est incroyable. Parce que aussi, pour remettre dans le contexte, l'Indonésie, c'est un pays qui est très marqué par la pollution. Enfin, on sait qu'il y a le scandale des déchets qui sont venus d'Europe, qui sont déversés sur certaines îles, mais il y a aussi beaucoup de pollution locale. Oui. Et en même temps, tu dis qu'il y a pas mal d'initiatives aussi en faveur du tri des déchets ou du moins des efforts qui sont faits localement. Exactement. Donc, juste pour donner un tout petit peu plus de contexte, l'Indonésie, c'est le 2e plus grand pollueur de plastique dans les océans. Mais après aussi, c'est parce que c'est une énorme archipel et du coup, il y a beaucoup plus de côtes. Mais c'est aussi le 4e pays le plus peuplé du monde, ça on l'oublie assez souvent. Et il y a vraiment très très peu d'infrastructures de gestion de déchets. Donc tout ça fait qu'en plus, avec une classe moyenne qui augmente assez rapidement, la consommation augmente et tout est emballé surtout en tout ce qui est des sachets à usage unique. Donc tout ce qui est le café instantané, ils mangent beaucoup de nouilles, souvent instantanées aussi. Tout ça, on était vraiment les plastiques en plus les plus difficiles à recycler, les plus difficiles à gérer. Donc même s'il y avait une infrastructure, je pense que le problème sera toujours là. Mais là, comme il n'y a vraiment pas d'infrastructure, le problème s'étale beaucoup plus rapidement et on en voit partout. Même, on se promène dans les rizières, on en voit vraiment partout.
Et du coup, en voyant l'effet qu'a eu le projet de tes frères, toi, tu suivais ça du coup à distance. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que toi, tu t'es dit J'imagine que ça a déclenché pas mal de, pas mal de questions. Ouais. Donc, je pense que c'était oui, août 2017, et je me rappellerai très bien que je suivais tout ça de mon bureau à Munich où je travaillais. Ça faisait 3 ans que j'y étais et je pense que je commençais déjà un peu à me poser des questions sur trouver un job avec un peu plus de sens. Et je m'imaginais pas forcément travailler avec mes frères. Je savais qu'on travaillait toujours sur ces petits projets un peu comme ça, mais c'était par pure passion. Et jamais je pensais que ça allait devenir... c'est pas une carrière parce que ça n'en est pas une, mais que ça allait m'occuper beaucoup plus. Et en voyant du coup l'impact que cette expédition a eu et tout l'engouement que le gouvernement a exprimé, de voir aussi toutes les réactions sur les réseaux sociaux aussi, ça c'est super beau à voir, que les gens réalisent qu'il y a vraiment un problème, qu'ils demandent comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut aider l'environnement en général, de voir qu'il y avait vraiment plein de projets sur lesquels on pouvait travailler. Je me suis dit que j'allais quitter mon job et que j'allais me mettre à plein temps avec Gary, parce que Sam était encore à l'université à cette époque-là. C'est pas anodin comme décision quand même de tout d'un coup donner un tout autre tournant à ta vie, enfin tu vois, de sortir du sentier qui était assez tracé pour toi et te dire bah non, en fait je vais complètement changer d'orientation. Comment tu l'as vécu? Super bien. Après, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu de risk averse. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs nuits où j'ai pas trop dormi et que je me pesais un peu les pour et les contre. Mais avec cette vraie envie, je pense, pas forcément de vouloir faire un changement, mais d'avoir un métier avec plus de sens. Et je me suis dit, et je pense que la raison pour laquelle je me suis un peu lancée, c'est que mon patron de l'époque m'a dit, je comprends pas du tout pourquoi tu veux quitter ton job, mais si tu regrettes ta décision dans 1 an, sache que tu peux revenir. Et je pense que c'était un peu un safety net que j'avais. Évidemment, j'ai pas pris le safety net et je suis quand même partie, mais je pense que il y avait un peu ce côté-là où je savais que j'avais un bon CV, que si je regrettais ma décision dans 6 mois, 1 an, que je pouvais retrouver un job facilement dans un milieu un peu plus classique, et que j'avais pas envie d'avoir de regrets aussi dans le futur. Et je me disais que j'étais encore jeune, j'avais 24 ans, enfin que c'était maintenant ou jamais d'essayer, de me lancer, de voir si ça allait marcher. Et du coup, là, ça fait 4 ans que je suis dans cette aventure et j'ai aucun regret. Et alors, quel est ton rôle exactement par rapport à tes frères dans votre association? Tu t'occupes de quoi, toi, exactement? Donc, on n'a pas vraiment de rôle défini. Et ça, c'est un peu un truc qu'on devrait vraiment définir. Mais on a tous un peu plein de casquettes différentes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt tout ce qui est organisation, suivi de projet, financement, tout ce qui est relation avec tous les sponsors, les partenaires qu'on a, qui nous permettent de faire le travail qu'on fait. Et un peu stratégie, essayer juste de faire avancer un peu les choses. Et Sam, maintenant, qui a rejoint l'équipe depuis 2 ans, lui, c'est plus le côté média et entre autres athlète et celui qui gère les expéditions aussi. C'est le Mike Horn de votre association. C'est le Mike Horn de l'association, exactement. Et Gary, c'est un peu le visionnaire, le grand rêveur, celui pour qui tout est possible. Et donc, pour ça, on forme un beau trio. Vous êtes complémentaires, quoi. Exactement, oui. Et alors, à la suite de la première aventure, il y a aussi un de tes frères, alors je ne sais plus si c'est Gary ou Sam, qui a fait aussi toute une expédition aux États-Unis. Oui. C'est ça arrive après C'est arrivé après, avec 1 an de différence. Mais oui, en 2020, je crois que c'était juste après qu'il finisse l'université aux États-Unis. Il voulait faire un projet assez fou. Et c'est là, après la première expédition des rivières, on s'est dit que la chose qui a séduit, je pense, le plus de gens, c'était le côté un peu mélange aventure, entertainment, et en même temps à faire passer un message et une vraie cause. Parce qu'on se disait, sur les réseaux sociaux, il y a tellement plein de contenu qu'on essayait de se démarquer un petit peu, et on voulait pas être une plateforme classique environnementale qui dit le plastique c'est pas bien, parce que... Donc on voulait un peu attirer l'attention des gens, et du coup on a compris que le format aventure séduisait les gens. Et Sam s'est dit, j'adore courir, mais je suis pas forcément un grand coureur. Et j'aimerais bien trouver un projet aux États-Unis qui soit considéré un peu fou. Et un jour, il nous appelle avec Gary, il nous dit, j'aimerais bien courir de New York à Los Angeles. On ne savait pas trop quoi répondre. Mais je pense qu'on a tout de suite vu le potentiel de ce projet, parce que c'était vraiment aller à la rencontre des gens. Et en courant, tu t'arrêtes, les gens te voient dans la rue, s'ils ont une question, ils te la posent. Il a fait ça pendant 6 mois. Il a couru l'équivalent de 117 marathons. D'accord, rien que ça. Rien que ça.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a vraiment touché beaucoup de gens, que ce soit des écoles, des... C'est ça, parce qu'il intervenait, en fait. Il amenait de la discussion au niveau sur la thématique de la protection des océans. Exactement. Dans différentes sphères. Donc le but, c'était vraiment de rappeler à tout le monde, qu'il soit vraiment sur les côtes ou en plein milieu d'un continent, que leur consommation individuelle peut avoir un effet sur l'océan. Et surtout, il s'est rendu compte aussi que finalement, la prise de conscience aux États-Unis et pas tellement différente de la prise de conscience en Indonésie. Finalement, exactement, en fait, on se dit que les Américains ont tendance à être un peu alertés sur le danger que représente le plastique au niveau de l'environnement, mais finalement, non, c'est ce qu'a constaté ton frère. Non, pas du tout. Mais par contre, que dans certains États, les classes les plus jeunes dans lesquelles il intervenait, eux étaient super conscients. Et ça donnait une... Enfin, entre autres, j'étais allée l'accompagner à Kansas City. Mm-hmm. J'avais vraiment des frissons parce que j'avais, pour la première fois depuis longtemps, une bouffée d'espoir que les choses pouvaient changer et que c'était vraiment plus la nouvelle génération qui allait pouvoir nous faire sortir de cette grosse problématique. Et alors, en parallèle de toutes ces aventures, avec tes frères, vous avez décidé de vous lancer dans un projet. Et là, pour le coup, vous êtes revenus aux sources, à Bali. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à lancer ce projet à Bali ? Du coup, c'était l'idée d'être beaucoup plus sur le terrain. Mm-hmm. On adore ce qu'on fait dans le côté expédition, aller à la rencontre des gens, mais le problème de plastique qu'on voyait sur les plages il y a 10 ans était le même, et malheureusement même s'empirer d'année en année. Donc là, maintenant, la saison des pluies vient de commencer à Bali, et en janvier, on va voir les plages, elles vont être pire que l'année dernière, et j'en ai déjà un peu des frissons rien qu'à y penser. Donc on s'est dit, comme on sait que du coup environ 80% des déchets dans les océans proviennent des rivières et de la terre, mm-hmm. On voulait trouver une solution simple et assez facilement réplicable un peu partout, d'arrêter ce flux de plastique. Et du coup on a décidé d'installer des barrières mm-hmm. dans les rivières qui littéralement arrêtent juste le flux de plastique qu'on collecte un peu tous les jours. Et on a commencé ça il y a 1 an, je crois que c'était en octobre 2020. Et là, on en a installé 105 à Bali. D'accord. Donc, ça allait assez rapidement. On a collecté, je ne sais pas si vous avez une idée, mais 175 000 kilos de plastique. Donc, ça fait des énorme. Grosses montagnes qu'on a pour l'instant gardées tout dans notre entrepôt. Mm-hmm. Le projet a vraiment commencé dans le garage de mes parents. Et au fur et à mesure que la pile de déchets s'empilait, mes parents ont dit stop. C'est sympathique, mais si vous pouvez trouver un petit terrain... Ou trier tous ces déchets, ça serait top. Maintenant, on a même une équipe de 40 personnes, un énorme mouvement de volontaires et de bénévoles. Et donc, c'est un beau projet. Ça s'appelle Sungai Watch. Sungai, ça veut dire rivière en indonésien. Et Watch, regarder. Donc, c'est vraiment l'idée de non seulement d'arrêter le flux, mais aussi c'est tellement un bel outil éducatif parce que les gens voient à quel point les déchets s'amoncellent. En fait. Et du coup, les gens ne peuvent plus vraiment regarder ailleurs. Ils voient que ça vient vraiment de chez eux, ça provient de leur village. On a tendance à en installer une au début d'un village et à la fin pour aussi analyser le flux de consommation pour trouver des solutions beaucoup plus concrètes. Mm-hmm. Donc, on analyse tous les déchets qu'on ramasse aussi. L'idée, c'est vraiment de cartographier un peu, d'essayer de savoir quelle est la nature des déchets. Exactement. Mais cartographier même l'île. D'accord. Et voir les consommations par rapport à la densité de population. Et de voir les endroits où on a plus besoin d'une solution concrète de gestion de déchets tout de suite, parce que les budgets sont tellement restreints que en fait, c'est plus pour prioriser les premières actions, et aussi pour bien comprendre quels sont les types de déchets. Tout ça, c'est un très très beau projet, et on n'a jamais géré une équipe avant. Donc là, c'est beaucoup plus de logistique. On a plein d'idées. Mais en plus, ce système, il paraît... Alors, je ne l'ai pas vu, mais ça paraît très simple quand même et assez évident, en fait, pour récolter les déchets. Bah oui, mettons une barrière, un filet qui va venir les collecter. Comment t'expliques que ça n'existe pas davantage partout dans le monde ? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé plein de techniques différentes. Nous, on a essayé des filets, ça n'a pas forcément tenu pendant les saisons des pluies. Ah oui. Donc, il y a tout le côté éléments de la nature qu'on doit prendre en compte. Donc, on a un système un petit peu plus solide à base de métal et pour l'instant de tuyaux en plastique qu'on a envie de créer une version recyclée. Maintenant qu'on a tellement de déchets, on va essayer que la barrière soit vraiment entièrement recyclée. Mais même ça, c'est encore solide. Et l'idée, c'est d'avoir une technologie peu chère que n'importe quelle communauté puisse mettre en place chez eux. Mm-hmm. Et je pense que la raison
qu'il n'y ait pas plus d'initiatives comme ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de business model derrière tout ça. Là, c'est vraiment pure passion et juste tout ce qui est travail de nettoyage. C'est un travail extrêmement dur, pas facile, c'est très physique. Et après, comme on fait tout le côté tri, on essaye de mettre en valeur chaque déchet. Il faut une patience énorme, il faut un budget innovation aussi, parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ces déchets. Donc les gens ne voient pas de valeur dans ces déchets. Et vous, votre idée, c'est aussi de faire en sorte que le déchet soit vu plus positivement. Exactement. Parce que vous essayez de le transformer finalement. De le transformer. Ouais. On trie les déchets en 15 catégories différentes. Et là, on est en train de faire plein de tests sur tout ce qui est par exemple sacs en plastique. Même en Europe, on les recycle presque pas. Et c'est le déchet qu'on trouve le plus à Bali, malgré qu'il y ait une interdiction de l'utilisation des sacs en plastique. Donc ça, malheureusement, c'est pas forcément très réglementé. Mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc là, on a commencé à faire pas mal de tissage des cordes pour en faire un peu des meubles un peu plus design et essayer de montrer la beauté potentielle de ce déchet qui est en vrai dégoûtant. Et on a commencé à faire aussi des plaques en plastique pour en faire un sol, une couverture de mur, une chaise, un tabouret. Donc là, on est en plein début de test et c'est là où en plus c'est très prometteur. Et... Tu me disais aussi que le Covid a joué beaucoup sur cette prise de conscience parce qu'ils avaient tendance, en tout cas les Indonésiens, à peut-être pointer un peu du doigt le tourisme comme grand responsable et que finalement, même en temps de Covid et sans touristes, la pollution, elle est toujours là. Je pense qu'on a tous tendance beaucoup d'entre nous ont tendance un peu à dire c'est pas... Bien sûr. Ma consommation personnelle ne va pas forcément contribuer énormément à cette grande problématique. Et on a toujours tendance à pointer les autres du doigt. Et oui, du coup, c'est ce que pas mal de Balinais faisaient sur le tourisme. Mais là, comme les frontières indonésiennes sont fermées depuis 1 an et demi, il n'y a du coup plus du tout d'étrangers, de touristes, même domestiques qui viennent sur l'île. Par contre, la pollution de plastique n'a pas forcément réduite tant que ça. Je pense que si, mais visuellement, on ne le voit pas du tout. Je pense que c'est aussi pour ça que la prise de conscience est beaucoup plus importante maintenant, parce que les gens se rendent compte qu'en effet, c'est nous, dans nos villages respectifs, qui contribuons à ces amas de déchets au bord des rivières et dès qu'il y a une grosse pluie, tout tombe dans la rivière et va directement dans les océans. Tant mieux s'il y a une prise de conscience et en plus couplée à votre action à vous, il y aura forcément que du mieux. En tout cas, on peut l'espérer. Et comment vous avez financé ce projet ? Parce que tu parles du coup des barrières. Et votre action, c'est vrai, à chaque étape du déchet, de sa collecte, jusqu'à sa valorisation, j'imagine que tout ça a un coût. Comment est-ce que vous faites ? Pour tout ce qui est installation de barrières et la collecte et le tri, on a eu cette chance au début sur les réseaux sociaux de demander de l'aide à notre communauté. Et donc on a commencé à avoir plein de dons. Et après on s'est rendu compte que ça intéressait pas mal de gens et surtout des boîtes et des compagnies de sponsoriser une barrière. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Et sur chaque barrière sponsorisée, on a le logo de la personne qui l'a sponsorisée. Donc les gens aiment bien ça, on leur envoie des photos et aussi des informations sur le nombre de déchets qu'ils ont contribué à nettoyer. C'est comme ça qu'on a réussi à installer les 105 barrières cette année. Donc ça, c'est pour tout ce qui est installation, collecte et tri. Et après, tout ce qui est essayer de faire les tests sur... là, pour l'instant, c'est pure passion, beaucoup d'heures de recherche et surtout pas mal de bénévoles qui sont vraiment géniales et qui viennent nous aider. Donc c'est vraiment plus à travers la communauté et l'envie de vouloir aider. Je pense que la pandémie a pas mal aidé parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont envie d'aider l'environnement. Donc on n'a pas fait encore beaucoup de fundraising et tout ça. Oui, parce que j'allais te demander, la prochaine étape pour vous, c'est quoi ? C'est d'aller faire un peu le tour du monde ou le tour d'Europe pour aller récolter des fonds, c'est de répliquer votre projet dans d'autres endroits du monde. C'est quoi un peu le next step ? Oui, donc là, la vision, c'est comme l'Indonésie, ça reste notre pays de cœur et un pays qui a aussi besoin de solutions et de plus d'éducation. Sur la problématique du plastique, c'est d'installer 1000 barrières en Indonésie et après, c'est de protéger chaque barrière en Indonésie. Donc là, on va continuer à Bali, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup d'endroits sans barrière, c'est pas du tout assez et on en est conscient. Là, pour l'instant, on a un grand entrepôt et 2 autres petits entrepôts dans des villages. Et ces entrepôts-là, dans les villages, ça devient aussi des centres d'éducation où 1 fois par semaine, on a soit un clean-up avec la communauté
ou un cours de sensibilisation assez précis pour les en fonction des communautés. Donc l'idée, c'est d'en installer encore 4 autres à Bali. Et après, cette année aussi, 5 à 6 autres à Java, qui est l'île la plus peuplée du monde. Et c'est là où il y avait la rivière du Citarum. Donc cette île a énormément, a besoin de beaucoup Il y a beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de boulot à faire. Donc là, on a fait nos premières visites pour un peu voir quelles sont les rivières avec lesquelles on peut commencer à protéger. Et aussi rencontrer les organisations qui pourront nous aider déjà présentes sur place à mettre tout ça en œuvre. Et du coup, l'Indonésie, c'est notre... on veut absolument protéger chaque rivière en Indonésie. Et après, je pense qu'en fonction du progrès et des opportunités qu'on aura, ce sera le reste de l'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont malheureusement la même problématique. Donc les Philippines, Vietnam, Cambodge, il y en a plein. Et on a beaucoup de gens aussi sur les réseaux qui nous contactent en Amérique du Sud. Donc que ce soit Pérou, Bolivie, Colombie, les problématiques malheureusement sont vraiment les mêmes. Et comme c'est un projet assez simple à répliquer, là on est en train aussi de tout mettre en place pour que tout soit en ligne sur un how-to, qui est toutes les vidéos de comment construire la barrière, comment les installer, comment aller à la rencontre des communautés, comment présenter le projet au gouvernement pour essayer d'avoir un peu d'aide. Donc on est en train de préparer tout ça aussi en espérant que tout ça soit réplicable le plus rapidement possible. On te sent très motivée et pleine d'entrain. Oui. Est-ce qu'il y a par moment quand même, vu que c'est vrai que les nouvelles ne sont pas très réjouissantes et au quotidien, on voit des articles et des actualités passer sur les effets désastreux du changement climatique, sur l'impact de la pollution, que ce soit sur notre santé, sur l'environnement, sur les côtes. Enfin bref, c'est assez anxiogène quand même comme actualité à chaque fois. Est-ce que parfois, tu te dis... on n'y arrivera jamais, en fait. Parce que votre action, elle est géniale. Vous agissez localement en Indonésie et c'est formidable. Mais est-ce que parfois, tu ne te dis pas, on a beau agir de notre côté, en fait, si tout le monde ne fait pas pareil que nous et on n'en est pas là aujourd'hui, finalement, on ne va pas réussir à inverser la tendance? Si, il y a pas mal de jours où je me dis, c'est une cause perdue d'avance. Et après, je me rappelle que le fait d'agir, que c'est mieux d'agir que de rien faire et d'espérer, j'ai pas les mots, mais je pense qu'il faut quand même se donner à fond. On voit un changement depuis 1 an. Je pense que cette dernière année, ça m'a donné beaucoup de motivation à continuer et de voir que les gens sont extrêmement sensibles à ce qu'on fait, et pas parce que c'est le travail qu'on fait, mais plus en voyant que des gens s'unissent pour la protection de chez eux. En fait, les gens comprennent que quand on protège son jardin, son backyard, son quartier, sa communauté, ils en deviennent fiers même. Et je pense qu'on essaye aussi de faire un peu appel à ce côté communautaire et d'entraide. Et j'ai de l'espoir quand même que les choses puissent changer. Surtout à travers l'éducation et de voir que les jeunes sont de plus en plus sensibles et ont aussi envie d'agir. Le nombre de messages qu'on reçoit qui nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. J'habite dans tel et tel pays, qu'est-ce que je peux commencer? Comment est-ce que je peux... En fait, c'est tous ces messages qui font tellement du bien. Ouais, vous êtes porté aussi par un enthousiasme général, quoi. Et qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, de l'entendre de plus en plus, je pense que ça fait beaucoup de bien et je pense que c'est ça qui nous fait continuer à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment, que voilà, c'est plus qu'un job, en fait, ton projet que tu as aujourd'hui, c'est vraiment c'est l'incarnation des valeurs auxquelles tu crois, finalement. Oui, non, c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir... je pense que c'est bon moment, bon endroit, avoir cette chance d'avoir grandi à Bali, parce que c'est vrai qu'à Paris, j'avais pas forcément cette connexion à la nature, donc j'étais pas forcément amenée à travailler dans l'environnement dès mon plus jeune âge. J'en ai jamais rêvé. Je sais que je voulais devenir anthropologue, plus l'étude des cultures et des sociétés, mais pas forcément l'environnement. Et du coup, oui, je pense qu'au fil des années, d'avoir grandi dans un pays aussi incroyable que l'Indonésie et entre autres Bali, de vouloir préserver cette beauté du cadre, mais aussi de la culture, parce que de pouvoir mettre en place toutes mes valeurs en action et ce côté très humain aussi. Donc, on ne sait pas travailler pour l'environnement, mais c'est pour travailler pour le futur, pour les générations qui sont à venir et d'avoir un environnement sain. Parce que c'est vrai que le plastique, c'est porteur de plein de maladies aussi. Ça pollue, c'est toxique. On le sait, comme tu l'as mentionné, que
que ça impacte notre santé, pas seulement plus la santé des animaux comme on l'a beaucoup répété. Et là, c'est vraiment les humains maintenant. Et en fait, moi, j'ai une énorme chance de pouvoir faire ce que je fais. Ça m'anime tous les matins, tous les jours, même s'il y a ces jours-là où je me dis, oh là là, la problématique est vraiment énorme. Mais c'est cette envie d'agir, de ne pas être défaitiste du tout, d'essayer tout ce qu'on peut, même si c'est tout le temps un petit changement et un mini-step. Le fait de se dire, tous les jours, j'aurais fait de mon mieux, en sachant qu'il y a des jours où on arrive un peu plus, qu'on a gagné certaines batailles, qu'on n'aura pas gagné toutes les batailles, et qu'il y aura toujours des gens qui nous diront que ce qu'on fait sert absolument à rien, que société de consommation est là depuis des années et ça va pas changer, ça va même augmenter. Je pense que j'ai beaucoup de chance et j'en suis tellement reconnaissante et du coup j'ai envie de continuer cette aventure. Et ce qui est beau, c'est que on a plein d'opportunités. On peut transformer le projet comme on le souhaite aussi. Là, c'est vrai que du coup, c'était beaucoup plus des sensibilisations, mais là, le côté aussi de pouvoir créer un peu des produits, le côté un peu plus créatif, de remettre un peu peut-être en marche toutes mes compétences, enfin pas mes compétences, mais un peu mes appris. Tout ce que tu as acquis. Tout ce que j'ai acquis en école de commerce et dans mon premier job. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, c'est assez intéressant aussi. Du coup, ça devient un peu plus une aventure entrepreneuriale. Oui, et plus qu'un projet associatif. Exactement, donc ça m'intéresse aussi. Mais ce qui, je pense, qui m'anime le plus, c'est vraiment le côté humain, le côté de voir qu'il y a du changement dans certains villages, dans certaines communautés. C'est ça, de voir l'impact concret de vos actions, en fait. Ça, c'est quand même hyper réjouissant. Et on a des retours tellement beaux, même si ça fait qu'1 an qu'on nettoie dans les rivières, de gens qui disent « Ah, enfin, on peut peut-être considérer de se rebaigner dans les rivières, ça peut redevenir un peu un endroit de rassemblement de communautés. » Parce que les rivières, c'est des endroits magnifiques, enfin, c'est la vie, en fait. Et de pouvoir, remettre en avant ces beaux paysages. Et donc ça m'anime énormément. Bah écoute, on te souhaite d'en profiter aussi et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Salut. Salut. Vous venez d'écouter Honest, un podcast proposé par Ast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou à liker l'épisode. Merci.